Un restaurant de poulet, une ambiance calme dans une ville paisible, un manager souriant, poli et apprécié. Rien de tout ça ne laisse présager que cet homme est en réalité le plus gros narcotrafiquant de meth du sud-ouest des États-Unis. Se cacher à la vue de tous, tel est le credo de Gus Fring, un homme d'affaires qui a su bâtir un empire en partant de rien. Un parcours similaire à celui d'un géant de l'industrie pharmaceutique. Si l'un a su masquer ses activités néfastes, l'autre a manipulé les autorités pour les rendre légales. Mais les deux suivent la même logique implacable. Les conséquences, plusieurs milliers de morts et des communautés ravagées par l'addiction. Dans cette analyse, nous verrons ce qui fait de Gus Fring un stratège de génie, et comment son ascension au sommet fait écho à celle de la famille la plus détestée d'Amérique. Le passé de Gus Fring est un mystère dont seul lui a le secret. Il aurait grandi dans le Chili de Pinochet dans l'extrême pauvreté. Alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, il émigre au Mexique et s'associe avec le chimiste Max Arciniega pour produire et vendre de la meth, et ainsi se sortir de la misère. Dès ses débuts, Gus fait preuve d'une grande prudence, l'un des traits de personnalité qui le décrit le mieux. Il fonde avec Max Los Pollos Hermanos, un fast-food dont l'objectif final est de blanchir l'argent de la drogue. Mais il leur manque une chose, un distributeur. Gus est persuadé qu'avec leurs produits de qualité, lui et son associé parviendront à convaincre le cartel de Juarez de devenir leur distributeur. Mais comment obtenir un meeting sans avoir fait ses preuves ? Gus et Max sont si impatients de lancer leurs produits qu'ils décident de prendre un dangereux raccourci. Ils fournissent gratuitement leur meth à des membres du cartel pour attirer l'attention de leur leader, Don Eladio. Pour la première fois de sa vie, Gus Fring agit avec imprudence, et ce sera la dernière. Don Eladio accepte le meeting mais perçoit les actes du duo comme un manque de respect qui ne peut rester impuni. L'un des deux doit partir, et ce sera Max. Hector Salamanca abat le chimiste sous les yeux impuissants de Gus Fring. Gus est dévasté car il y avait plus qu'une relation économique entre les deux, et bien plus que de l'amitié. Forcé de travailler pour ce cartel, il ouvre plusieurs restaurants aux États-Unis et devient leur distributeur principal au nord de la frontière mexicaine. Pour survivre, Gus est contraint de cacher toute sa haine contre Hector, et tout son dégoût contre les méthodes du cartel. Face à eux, il joue aux serviteurs sans ambition, mais dans leur dos, il prépare sa vengeance. Dans les années 90 et 2000, Gus met à profit son génie des affaires pour prendre des parts de marché et s'affranchir du cartel. Il perfectionne la dissimulation de son trafic grâce à son activité légale de restauration. En plus du blanchiment, Gus s'en sert pour le transport des marchandises. Les camions réfrigérés floqués Los Pollos Hermanos transportent la meth en toute discrétion à travers la région. Le problème de Gus est que la marchandise n'est pas la sienne, mais celle du cartel. Et Gus hait le cartel plus que tout. Il hait le fait de devoir rendre des comptes à ceux qui ont tué Max. Pour devenir autonome dans ce business, Gus décide de reprendre la production. Son objectif ? Fabriquer à l'insu de tous le labo le plus secret du pays. Un super lab prêt à rivaliser avec les productions du cartel. Pour y arriver, il engage secrètement des ingénieurs allemands qu'il garde dans l'ignorance. Leurs travaux sont plusieurs fois retardés, mis en pause, mais finalisés en 2008. Ne reste plus que l'aménagement où là encore, Gus s'entoure des meilleurs. Il emploie le chimiste Gale pour aménager le laboratoire le plus performant et le plus propre qui soit. Il prévoit également de l'employer comme producteur. Mais quand une meth à la pureté inégalée débarque sur le marché, Gus Fring, en grand perfectionniste qu'il est, décide d'en savoir plus. Ça, c'est la composition de la pseudoéphédrine, une molécule synthétique contenue dans les médicaments contre le rhume. 10 atomes de carbone, 15 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote et 1 atome d'oxygène. Si on retire l'oxygène, on obtient le produit phare vendu par Gus Fring, la méthamphétamine. Cette méthode artisanale de production est la première utilisée par Walter et Jesse, mais ils font rapidement face à un mur. Leur problème n'est pas de retirer l'oxygène de la molécule existante, leur problème est de se procurer la pseudoéphédrine. L'approvisionnement est un cauchemar logistique et financier. Comme le dit Jesse, pour 2 kg de meth, il faut plus de 2000 boîtes de médoc vendues au prix fort. Cela veut dire que même s'ils réussissent à rassembler les fonds, l'acquisition de tout ce stock leur prendra un temps monstre, car il leur est impossible de demander aux pharmacies des lots de sang sans alerter les autorités. Pour parvenir à respecter les échéances fixées par Tuco, Walter renonce à ce procédé de fabrication en adoptant une méthode innovante. Plutôt que de modifier une molécule déjà existante, il la façonne de zéro. Walt et Jesse conçoivent leur propre phénylacétone, aussi appelé phényl de propapone ou P2P, qui leur permet d'obtenir 9 atomes de carbone, 10 d'hydrogène et 1 d'oxygène.
Il vole ensuite un baril de méthylamine qui ajoute le dernier carbone, l'atome d'azote et les 5 hydrogènes restants. La fusion de ces deux substances expulse l'oxygène sous forme d'eau et permet d'obtenir la méthamphétamine sous forme d'huile. Mais ce liquide contient deux versions miroirs de la même molécule, la D-meth et la L-meth. Elles sont composées des mêmes atomes mais ceux-ci sont organisés différemment, ce qui leur donne des effets distincts. La D-meth est la version recherchée par les producteurs, c'est celle qui apporte euphorie et plaisir, tandis que la L-meth est celle à éviter. Elle augmente le stress en provoquant des tremblements, des sueurs et une hausse du rythme cardiaque. Tout l'enjeu est de séparer le maximum de D-meth de son jumeau pour ne garder que les effets favorisant l'addiction. Pour y arriver, Walter White utilise de l'acide tartrique, qui se lie uniquement à la D-meth. Cette jonction forme des cristaux qui peuvent ensuite être extraits de la L-meth. C'est ce que l'on voit sur le plateau de verre que secoue Jesse. Le génie de Walter est de réussir à concevoir une méthamphétamine pure à 99,1%, alors que la concurrence peine à dépasser les 75%. La pureté s'entend ici par l'absence de déchets et de produits toxiques dans le produit final. Cela veut dire que malgré toutes les manipulations qui s'affichent à l'écran, Walter White parvient à obtenir une molécule de D-meth proche de la perfection. C'est cela qui le démarque des autres chimistes, cela qui fait de la Blue Sky un produit à forte valeur ajoutée, et cela qui attire l'attention de Gus Fring. Le chef d'entreprise marchande d'abord avec la TPE de Walter pour confirmer tout le potentiel qu'il prête à son produit. Alors que les ventes et la rentabilité explosent, Walter annonce à Gus qu'il souhaite se retirer pour retisser du lien avec sa famille. Son activité est à ce moment uniquement maintenue en vie grâce à Jesse. Mais quand Hank découvre où se cache leur labo ambulant, Jesse n'a d'autre choix que de tout détruire, de l'équipement aux substances utilisées, en passant par le véhicule lui-même. La société n'a alors plus d'actifs à son patrimoine, l'activité est au point mort et la faillite est proche. Mais là où beaucoup auraient abandonné, Gus Fring y voit une opportunité. Son laboratoire secret vient d'être finalisé. Il y a donc un alignement des planètes. Les moyens de production de Gus deviennent opérationnels au même moment où Walter White perd les siens. Le businessman passe donc à l'offensive par une opération de croissance externe. La croissance externe est le fait pour une organisation de se développer en faisant l'acquisition d'une société déjà existante. Gus Fring devient propriétaire de l'entreprise de Walter White en lui fournissant les actifs nécessaires au redémarrage de son activité. Le Superlab séduit le professeur et le persuade de reprendre les affaires. Une décision sur le point de dynamiter tout le marché. « 15 ans plus tôt, l'entreprise Purdue Pharma a recours à de la croissance interne pour lancer son produit phare, l'Oxycontin. Dans ce type de croissance, l'organisation utilise ses propres ressources pour développer son activité. Ici, la société investit massivement en recherche et développement pour améliorer l'efficacité de son produit. La raison est simple, le brevet de son produit actuel, le MS Contin, est sur le point d'expirer. Cela veut dire qu'il va passer dans le domaine public et que les prix vont chuter. Pour contrer cela, l'entreprise veut concevoir une nouvelle formule qui peut dominer le marché niche des opioïdes. Pour comprendre l'innovation réalisée par l'entreprise, petit retour sur le traitement des douleurs sévères. Avant les années 80, les principaux antidouleurs puissants employés étaient la morphine et l'oxycodone, deux molécules appartenant à la famille des opioïdes. Ces antalgiques n'étaient administrés à l'époque que sous forme de libération immédiate. La libération immédiate signifie que les effets du médicament agissent dès son ingestion, atteignant un pic au bout d'1 heure et chutant drastiquement les heures qui suivent. Ce procédé nécessite donc des prises fréquentes pour en maintenir les effets, au moins une toutes les 4 heures. C'est sur ce point que Purdue Pharma décide d'innover en proposant la première formulation d'oxycodone à libération prolongée. La libération prolongée permet ici d'étaler et stabiliser les effets, mais surtout de réduire le nombre de prises quotidiennes. Au lieu de 4 à 6 prises par jour, on passe à 1 à 2 maximum. Mais alors, quel est le point commun entre la Blue Sky et l'Oxycontin ? Eh bien, on peut résumer leur conception en une formule. L'innovation au service de l'addiction. L'addiction est composée de deux facettes, le renforcement positif et le renforcement négatif. Le renforcement positif est provoqué par l'augmentation rapide des effets du produit, que le cerveau garde en mémoire. Dans ce genre de dépendance, le sujet consomme de manière impulsive pour bénéficier des effets positifs ressentis. Dans le cas de la meth sniffée par Jesse et ses acolytes, l'addiction s'installe d'abord par ce type de renforcement. Les effets montent en une dizaine de minutes, atteignant un plateau qui dure 2 à 4 heures et est suivi d'une descente de plusieurs heures.
Les effets recherchés sont les sensations d'euphorie, de vigilance et d'énergie accrue, ainsi que le sentiment de clarté mentale et la hausse de la confiance en soi. Une fois l'addiction en place, la consommation chronique crée des effets de manque importants. Et c'est là que le renforcement négatif intervient. Dans ce contexte-là, le consommateur cherche à éviter les effets négatifs du produit, c'est-à-dire les symptômes de sevrage comme la fatigue chronique, la baisse de la motivation et les troubles de sommeil et d'anxiété. À long terme, la meth perturbe tellement les récepteurs du cerveau qu'elle diminue la capacité à ressentir le moindre plaisir et augmente le risque de dépression, de paranoïa, de délire et d'hallucination. Physiquement, la perte de poids est fréquente, tout comme les problèmes cardiovasculaires et surtout le vieillissement accéléré. Il suffit de voir des photos avant-après pour s'en rendre compte. Que ce soit la calvitie, les dents noires ou la détérioration de la peau, le corps subit clairement le produit et il ne se prive pas de le montrer. Pour se rassurer, on peut au moins se dire que tout le monde est au courant des risques du fait de son interdiction et de sa réputation. Mais qu'en est-il de l'oxycontine, un produit parfaitement légal? Do you believe that any of Purdue's conduct has led to an increase in people being addicted in the Commonwealth of Kentucky? No. Lui, c'est Richard Sackler, PDG de Purdue Pharma. Dans les années 90, il est à la tête du pôle recherche et développement de l'entreprise et est chargé de négocier l'homologation de l'oxycontine. Il doit alors persuader la FDA, l'agence chargée de contrôler les denrées alimentaires et les médicaments. Pour arriver à ses fins, Richard Sackler élabore toute une série d'arguments basés sur cette simple affirmation. En étalant les effets et en évitant les pics, la libération prolongée permet de réduire le risque d'addiction. Un raisonnement très intuitif mais sans fondement scientifique. En fait, ce que réduit la libération prolongée n'est pas le risque d'addiction de manière générale, mais le risque d'addiction à un renforcement positif. On peut le visualiser sur le schéma des effets de la libération immédiate. Les produits en LI comportent effectivement plus de risques de renforcement positif que ceux en LP qui, eux, ont des montées plus lentes. Mais ce n'est pas le seul type d'addiction. La libération prolongée, elle, favorise l'addiction à un renforcement négatif pour 3 raisons. La première porte sur la stimulation des récepteurs du cerveau. On remarque sur ce schéma qu'en libération prolongée, l'organisme est exposé sur des durées beaucoup plus longues qu'en libération immédiate, mais aussi que les effets ne redescendent jamais à zéro à l'issue des 12 heures. Or, il faut se rappeler qu'il y a 2 prises quotidiennes, ce qui veut dire que lorsqu'on dézoome un peu, on observe que le corps est tout le temps exposé à la substance, même entre 2 prises, là où en libération immédiate, les effets descendent à zéro. C'est cette stimulation continue qui augmente le risque de dépendance physique. Quand le corps s'habitue à une dose minimale, une interruption nette peut provoquer un manque qui se traduit par des symptômes de sevrage. La seconde explication concerne les doses quotidiennes administrées. Les doses en libération prolongée sont plus élevées pour compenser l'étalement de la libération des effets, ce qui là encore renforce les effets de manque. La durée d'exposition est quant à elle le dernier facteur de risque. Elle diffère du premier critère par sa temporalité. Le facteur 1 présentait l'exposition sur 1 jour, alors que celui-ci l'étale sur la durée de prescription. Prenons 2 antalgiques prescrits sur 6 mois, un en LP et l'autre en LI. Comme on l'a vu, en libération prolongée, l'exposition comporte moins d'interruptions car il y a moins de prises quotidiennes, et ces interruptions sont moins brutales car il reste toujours des résidus de la substance dans l'organisme. Cela veut dire que même si ces 2 antalgiques sont administrés sur la même période, l'antalgique à libération prolongée dispose d'une durée d'exposition supérieure. Ce sont donc ces 3 facteurs de renforcement négatif que Purdue Pharma ignore pour rassurer la FDA. Mais ce n'est pas tout. Richard Sackler ajoute aussi que moins de 1% des patients traités avec des opioïdes deviennent addicts, une affirmation répétée et élevée au rang de preuve scientifique du faible risque d'addiction de l'oxycontine. Pourtant, rien de tout ça n'a de valeur scientifique. Ce chiffre de 1% provient de ce paragraphe de quelques lignes publié en 1980 dans le journal de médecine de New England. Dans cet extrait, le docteur Herschelgic affirme que sur 11 882 patients hospitalisés ayant reçu une dose d'opioïdes, seuls 4 en sont devenus addicts. L'utilisation de ce paragraphe par Sackler est problématique à plusieurs niveaux. Premièrement, l'affirmation date de 1980. Elle ne concerne donc pas de patients sous oxycontine qui a été développé 15 ans plus tard. Même si on part du principe que les opioïdes utilisés ont des effets similaires à l'oxycontine, l'échantillon évoqué reste tout de même beaucoup plus restreint que celui dont parle Purdue Pharma. L'affirmation du Dr Gic porte uniquement sur des patients hospitalisés, là où Sackler l'étend à tous les consommateurs, qu'ils soient sous surveillance médicale ou non. L'entreprise extrapole donc ce résultat à une population radicalement différente et ce, sans aucune justification valable. Le dernier point, et celui qui saute tout de suite aux yeux, est celui-ci. Ce texte n'est en aucun cas une étude scientifique, c'est un simple témoignage clinique. On le constate car il ne comporte aucune méthodologie ou explication sur l'échantillon choisi et sa pertinence.
Les 11 882 patients sont ceux ayant reçu au moins une dose d'opioïdes. Pourquoi ne pas ajouter d'autres critères comme une durée plancher de prescription? Car quel est l'intérêt de mettre dans le même groupe un patient ayant reçu une dose la veille et un patient en ayant reçu plus d'une centaine sur 6 mois? Comment un patient qui a commencé sa prescription la veille du comptage du nombre d'addicts peut-il être inclus dans l'échantillon global, alors qu'il est trop tôt pour savoir s'il est addict? D'ailleurs, pendant combien de temps étaient suivis ces patients? Est-ce qu'on les a suivis après leur hospitalisation? Car il arrive que certains patients tombent dans d'autres opioïdes comme l'héroïne plusieurs semaines ou mois après leur prescription. En plus de cela, est-ce que l'addiction a été évaluée sur la totalité des 11 882 patients? Si oui, est-ce qu'ils ont été évalués avec les mêmes critères? Quels étaient-ils et sont-ils encore pertinents en 1995? La définition de l'addiction du DSM-3 en vigueur en 1980 a été enrichie dans le DSM-4 qui faisait foi en 1995. Celui-ci a ajouté 5 critères comportementaux et psychologiques à la définition de l'addiction. Ces symptômes supplémentaires ont donc incorporé de nouveaux types d'addicts qui passaient au travers des symptômes utilisés en 1980. Pour faire simple, l'observation de 1980 sous-estimait le nombre d'addicts car les critères de diagnostic étaient incomplets. Il est donc très malhonnête d'extrapoler une quantité de diagnostics d'une époque à une autre, alors que les critères mêmes de ces diagnostics ont évolué. Cette affirmation sans preuve est le coup de grâce de la stratégie de persuasion de Richard Sackler. Le docteur Curtis Wright, superviseur à la FDA du comité d'évaluation de l'Oxycontin, reprend même cet argument. C'est lui qui a le dernier mot sur l'homologation du produit. Pourtant, en janvier et février 1995, il rencontre plusieurs cadres de Purdue Pharma en dehors des bureaux de la FDA pour discuter de l'Oxycontin. Le courant passe tellement bien entre eux que le docteur les laisse carrément rédiger certaines parties de son rapport médical, notamment cette phrase qui s'avérera cruciale dans la décision finale. La libération prolongée, telle qu'elle est assurée par les comprimés Oxycontin, est supposée réduire le risque d'abus du médicament. Le 12 décembre 1995, la FDA approuve la commercialisation de l'Oxycontin. En 1996, le Dr Wright quitte la FDA et en 1998, il est embauché par Purdue Pharma comme médecin-chef et voit son salaire tripler. Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Si Richard Sackler devait persuader la FDA de la non-dangerosité de son produit, Gus Fring, lui, doit persuader la DEA de sa propre non-dangerosité. Il doit les convaincre qu'il est un homme d'affaires respectable, un chef d'entreprise en parfaite conformité avec la loi. Tout doit être fait pour ne pas attirer les soupçons. Il y parvient en maîtrisant 2 facettes clés pour tout chef d'entreprise, son image et l'organisation de ses activités. Gus Fring part d'abord du principe que pour passer inaperçu, il faut cultiver une image opposée à celle attendue d'un narcotrafiquant. Dans l'inconscient collectif, quand on pense chef de pègre, on pense à quelqu'un comme Tuco, violent, impulsif, colérique, menaçant et vulgaire. Eh bien Gus projette tout l'inverse. Il est calme, mesuré, souriant, toujours propre sur lui, jamais sous l'emprise de substances et surtout très poli. Il donne aussi à sa communauté à travers plusieurs œuvres de charité. L'altruisme est un des derniers traits de personnalité qu'on associe aux criminels. En plus de cela, il affiche intelligemment son ambition d'étendre sa chaîne de restaurants. Ce que ça signale au public est qu'un homme d'affaires si investi dans son domaine ne peut pas avoir le temps de gérer un second empire caché. Pourtant Gus y parvient, car il a sacrifié la possibilité d'une vie intime pour prospérer financièrement. En aucun cas un père de famille, un mari ou un compagnon ne pourrait gérer ces 2 activités. Mais Gus est seul, dénué de toute attache. Hormis son image de philanthrope et d'homme d'affaires respecté, Gus arbore aussi l'image du manager idéal avec ses employés. Il est disponible, à l'écoute et respectueux. Son objectif avec eux est d'être apprécié, car il sait que si les autorités se mettent à enquêter sur lui, ils questionneront d'abord ses salariés. Or, ce sera très difficile de les convaincre de faire tomber leur patron s'ils l'apprécient tous. Jusqu'ici, on peut se dire que toutes ces techniques sont largement suffisantes. Mais on parle de Gus Fring, un homme chez qui la prudence guide chacune de ses décisions. Il va donc encore plus loin que ça. Il applique la règle de Don Corleone. Sois proche de tes amis, mais encore plus proche de tes ennemis. Il se met à tisser des liens avec ceux qui le pourchassent, la DEA. En s'associant avec eux, il s'accapare une partie de leur image qui la colle à la sienne. Gus devient aux yeux du public un homme engagé contre le trafic de drogue. Il rend aussi difficile toute attaque à son encontre par une sorte de contamination de réputation.
Concrètement, si on l'accuse d'un crime, on accuse aussi la DEA de s'être fait berner, voire pire, d'avoir fermé les yeux. N'importe quelle accusation contre lui devient donc une accusation contre la DEA. Son chef est alors incité à le protéger, car la découverte de la vérité serait pour lui synonyme de fin de carrière. Outre cette palette comportementale, Gus organise ses activités de manière à ce que personne ne le soupçonne. Si on a vu qu'il utilisait l'activité de restauration pour masquer sa branche distribution, il utilise une autre activité légale pour couvrir la branche production, la blanchisserie. Cette activité ne sert pas juste à cacher physiquement le laboratoire, mais à masquer tous les aspects de la production de meth. Elle lui permet un triple camouflage. D'abord sur les approvisionnements. Produire de la meth de façon industrielle nécessite une grande quantité de produits chimiques. Heureusement, c'est aussi le cas de la blanchisserie, ce qui justifie les livraisons et les stocks. Le second camouflage est sonore. Le bruit des machines masque celui du Superlab, le rendant inaudible pour la plupart des salariés. Et enfin, le dernier camouflage porte sur les émanations chimiques. La production entraîne de fortes odeurs et des fumées toxiques. Gus conçoit donc un système d'aération sophistiqué permettant de mixer ces fumées avec les vapeurs de la blanchisserie. De l'extérieur et de l'intérieur, tout semble donc normal. À l'arrivée, tout s'imbrique parfaitement d'un point de vue légal et financier, mais surtout au niveau de l'image. La capacité de Gus Fring à projeter confiance et bienveillance à la DEA transforme sa réputation. Il n'est pas juste vu comme un homme d'affaires respectable, mais comme un véritable allié des stupes. De Purdue Pharma à Gus Fring, l'innovation suivie de la persuasion leur permet de consolider leur position sur leurs marchés respectifs. Mais ils ne sont toujours pas les chefs de file, juste les prétendants. Pourtant, leur ambition est la même, trouver des leviers de croissance pour devenir les leaders incontestés. Si Gus Fring tisse des liens avec la DEA pour les persuader de regarder ailleurs, Purdue Pharma tisse des liens avec le monde médical pour les persuader que l'Oxycontin est la solution à la douleur. Le positionnement de l'entreprise est assez large. Elle vise à la fois les douleurs chroniques sévères, qui sont pour la plupart cancéreuses, mais aussi les douleurs modérées non cancéreuses. Donc aussi bien des douleurs traitées en hôpital que des douleurs qui ne nécessitent qu'une simple prescription du médecin. Si lors du lancement de leurs produits, l'entreprise n'a pas l'influence suffisante pour modifier la législation, il dispose tout de même d'une arme majeure pour prendre des parts de marché. L'opportunisme. Purdue Pharma surfe sur une vague qui secoue le traitement de la douleur. La reconnaissance de la douleur comme 5e signe vital. Pendant des décennies, le recours aux opioïdes était très limité par peur de sanctions de l'État et d'addiction chez les patients, ce qui affectait de nombreux vétérans de l'armée et des personnes atteintes de cancer, dont la douleur était sous-estimée. Mais dans les années 80 et 90, plusieurs organisations militent pour améliorer la prise en charge de la douleur. La principale est l'American Pain Society, une association composée d'experts de la santé spécialisés dans l'étude et le traitement de la douleur. Elle dispose à l'époque d'une grande influence sur les pratiques médicales à l'échelle nationale. C'est elle qui lance en 1995 la campagne visant à faire de la douleur le 5e signe vital du patient, les autres étant la température corporelle, le pouls, la respiration et la pression sanguine. Le point commun de ces signes vitaux est qu'ils sont mesurés objectivement à chaque hospitalisation. L'idée est donc d'appliquer le même automatisme à la douleur ressentie par le patient. Et c'est là que l'opportunisme de Purdue Pharma entre en jeu. L'entreprise profite de l'autorité et de la légitimité scientifique de l'APS dans le discours médical pour insérer son nouveau produit dans l'équation. Concrètement, il présente l'Oxycontin comme la solution miracle aux douleurs modérées et sévères. Cela passe par des publications, des conférences et des publicités. Comme on l'a vu, aucune étude scientifique n'a démontré que l'Oxycontin était plus efficace et moins addictif que la morphine. Mais cela ne dérange pas l'entreprise, qui inonde quand même les esprits de ses mensonges. Si Gus Fring soignait sa réputation dans le monde policier en s'associant avec la DEA, Purdue Pharma soigne quant à elle sa réputation dans le monde médical en se calquant sur la doctrine de l'APS. Et cette stratégie fonctionne. L'évolution des pratiques médicales, couplée à leur marketing agressif, fait exploser les prescriptions d'Oxycontin. De 1996 à 2000, les ventes passent de 48 millions à 1,1 milliard de dollars. Mais l'entreprise atteint rapidement son plafond de verre pour une raison simple. Le marché des antidouleurs sévères est déjà dominé par la morphine et le fentanyl, et il est très difficile pour l'oxycodone d'occuper plus d'espace. Pour décupler leurs ventes, Purdue Pharma décide d'intensifier ses efforts sur le segment de marché des douleurs chroniques modérées non cancéreuses. Le potentiel de croissance y est beaucoup plus élevé car la population cible est beaucoup plus vaste. Parmi les douleurs visées, on retrouve les mal de dos, les douleurs cervicales, l'arthrose, les tendinites, les hernies discales, les douleurs sportives comme les entorses, et les douleurs post-chirurgicales non cancéreuses.
Il y a donc un public large à rassurer. Mais avant eux, il faut rassurer les médecins. Car il n'y a pas meilleur commercial qu'un médecin convaincu. Le problème est que la plupart d'entre eux sont encore réticents à l'idée de prescrire un médicament aussi puissant que l'Oxycontin pour des douleurs modérées. Jusqu'à ce qu'en 2001, une décision de la Joint Commission change la donne. Cette ONG privée décide d'incorporer l'évaluation de la douleur comme critère d'accréditation des hôpitaux. Pourquoi c'est important ? Parce que leur accréditation est exigée par les assurances privées et l'État dans les contrats qui les lient aux hôpitaux. Sans accréditation, pas de remboursement de soins. Sachant que ces deux acteurs représentent en moyenne 3/4 du budget des hôpitaux, cela veut dire que tout retrait d'accréditation est synonyme de fermeture d'établissement. Les médecins sont donc encore plus incités à prescrire l'Oxycontin pour réduire la note de douleur de leurs patients. Purdue Pharma se sert ensuite de ce nouveau rapport à la douleur pour lancer une campagne marketing aussi intelligente que malhonnête. On peut la diviser en deux grandes étapes. En 1, rassurer et en 2, culpabiliser. Purdue Pharma rassure les médecins en minimisant le risque d'addiction de l'Oxycontin. Cela passe par le matraquage du chiffre de 1% dont on a parlé plus tôt et par la négation des premiers signes d'addiction chez les patients. Pour y parvenir, l'entreprise exploite très habilement un terme clinique valide, la pseudo-addiction. La pseudo-addiction est un phénomène observé chez des patients cancéreux en soins palliatifs. En gros, quand la douleur d'un patient n'est pas suffisamment traitée, il arrive qu'il adopte des comportements de toxicomane à court terme. Il devient agressif et se met à constamment réclamer le médicament. Mais ça fait pas de lui un addict. Le patient a juste une réaction ponctuelle à la douleur qui ne s'inscrit en aucun cas dans une addiction à long terme. Cela veut dire qu'à l'issue du traitement, ces symptômes disparaissent. Vous remarquerez bien qu'on parle ici de douleurs sévères. Eh bien, Purdue Pharma va élargir l'application de ce concept aux douleurs modérées sans aucune preuve scientifique. Ces commerciaux se mettent à expliquer aux médecins qu'en cas de symptômes d'addiction, il ne s'agit pas d'addiction à proprement parler, car le risque est de moins de 1%, mais de pseudo-addiction. Et c'est là qu'intervient la seconde phase de l'argumentaire, la culpabilisation. Les représentants de Purdue Pharma ajoutent que la seule solution face au comportement toxicomane est l'augmentation des doses. Si le médecin refuse de le faire, alors c'est une faute morale et professionnelle, car la douleur du patient est alors ignorée ou minimisée. On voit là tout l'effet pervers qui se dessine devant nous. Quelqu'un qui a des douleurs modérées et présente des signes d'addiction ne voit plus ses doses être maintenues ou réduites, mais augmentées. Voilà le type de manipulation et le contexte qui permet à Purdue Pharma de devenir le leader du marché des douleurs modérées non cancéreuses. Mais ce succès commercial est sur le point de créer la plus grande crise sanitaire d'origine humaine de l'histoire des États-Unis. Quand on est en bas de l'échelle, il faut se salir les mains pour régler ses problèmes. Plus on grandit, plus on peut sous-traiter. Mais dans le monde de Gus, plus on grandit, plus on est pris en étau entre la DEA et les concurrents. Chaque partie attend le moindre faux pas de votre part pour vous faire tomber. Alors comment fait Gus Fring pour se défendre face aux attaques et asseoir sa domination ? En contrôlant l'information. L'accès à l'information est ce qui sépare le possédant du démuni, le leader du marché du petit nouveau. Tout le monde est capable de s'engager dans la violence, mais tout le monde n'est pas capable d'infiltrer ses concurrents pour les détruire de l'intérieur. Gus comprend parfaitement qu'une bonne information est plus meurtrière que le plus grand tireur d'élite. À son échelle, connaître ses ennemis et leurs ennemis vaut plus que de disposer du tueur à gages parfait. On le constate à plusieurs reprises, d'abord avec Nacho, l'un des sergents d'Hector Salamanca. Hector souhaite réquisitionner la boutique de son père Manuel pour en faire la plaque tournante du blanchiment d'argent. Sauf que Manuel refuse de coopérer et signe donc son arrêt de mort. Pour sauver son père, Nacho décide d'assassiner Hector en l'empoisonnant. Il échoue de peu mais le handicape à vie. Quand Gus découvre la vérité, il exploite habilement cette information. Plutôt que de tout révéler au cartel pour obtenir d'eux des faveurs à court terme, Gus voit plus grand et plus loin. Il décide de faire de Nacho son espion en lui faisant du chantage. Il menace de tout dire au cartel, ce qui condamnerait Nacho et son père à une mort sous la torture. Le businessman ne voit alors pas Nacho comme un ennemi mais comme l'un de ses pions dans la lutte qui l'oppose à Hector depuis la mort de Max. Gus veut offrir à Hector une mort lente et douloureuse. Son plan est de détruire tout ce à quoi il est attaché, c'est-à-dire deux choses, sa famille et son organisation criminelle. Mais ce n'est pas si simple. Hector est remplacé par Lalo Salamanca, la seule personne avec Don Eladio capable de faire trembler Gus. Lalo est une force de la nature. C'est à la fois un grand stratège, un leader charismatique et un soldat d'élite. Il gère aussi bien ses hommes de main et ses armes à feu que ses relations d'affaires. Lalo est un grand ami du cartel, et Gus ne peut pas se permettre de l'attaquer frontalement sous peine de se les mettre à dos. Il force donc Nacho à acquérir la confiance de Lalo pour qu'il baisse sa garde. Gus engage ensuite des tueurs professionnels qu'il fait passer pour un cartel rival. Alors qu'il est invité d'honneur dans la résidence des Salamanca,
Nacho ouvre discrètement la porte pour laisser les mercenaires faire un carnage. Résultat, la quasi-totalité de la famille Salamanca est décimée, mais Lalo est plus coriace qu'il n'y paraît. L'homme qui ne dort qu'une heure par nuit a un instinct de survie à toute épreuve. Si cette manœuvre ne tue pas Lalo à ce moment, elle contribue quand même à sa perte. Non seulement elle l'affaiblit, mais en plus elle le rend parano, le forçant à opérer seul sa vengeance contre Gus. Une vengeance qui échouera de peu du fait de son ego. Des années plus tard, Gus Fring fait preuve d'une gestion de l'information encore plus avancée. Il l'utilise de manière défensive et offensive. D'un point de vue défensif, le meilleur exemple est sa protection de Walter White face aux Salamanca. Agacés de l'alliance entre Gus et le chimiste, les Salamanca répliquent en envoyant les jumeaux Marco et Léonel abattre le génie qui leur fait perdre des parts de marché. Plutôt que de défendre frontalement son protégé, Gus dévie l'attaque sur Hank, en rappelant que c'est lui le responsable de la mort de leur cousin Tuco. Encore une fois, sa seule arme est son accès à l'information. Il connaît ses ennemis et leurs ennemis. Il sait donc comment les monter les uns contre les autres. Pour dynamiter le conflit, Gus évite un assassinat silencieux. L'homme d'affaires veut quelque chose de plus mémorable, une fusillade. Il prévient donc Hank de l'attaque 1 minute avant et obtient ce qu'il désire. Il crée alors une guerre entre les autorités américaines et son principal concurrent. Le gouvernement renforce les contrôles aux frontières, ce qui limite le transit de meth d'un pays à l'autre. Et qui ça avantage ? Les producteurs locaux. Ce qui tombe bien puisque Gus dispose d'un super lab à Albuquerque qui produit la meilleure meth du marché. Second exemple, cette fois-ci en gestion offensive de l'information. Le cas Juan Bolsa. Juan est le bras droit de Don Eladio. Pour l'attaquer sans être soupçonné, Gus n'a même pas besoin de forcer ou corrompre l'un des camps. Après avoir lancé la guerre entre la DEA et le cartel de Juarez, il révèle la localisation de Juan à la DEA qui, à son tour, la transmet à la police fédérale mexicaine. Les fédérales prennent d'assaut la planque de Juan et l'abattent lui et ses hommes. Gus n'a risqué la vie d'aucun de ses soldats et n'a pas dépensé le moindre dollar. Tout ce qu'il a fait a été de donner la bonne information à la bonne personne. Ces attaques successives réussies contre ses concurrents permettent à Gus de consolider sa place sur le marché de la meth. Mais le cartel de Don Eladio est agacé de sa prise d'autonomie. L'homme d'affaires n'est pas censé être leur adversaire, et encore moins leur égal. Il doit rester leur subordonné. Quand le cartel réalise que la meth de Gus est de plus grande qualité que la leur, il décide de reprendre le contrôle. Don Eladio exige la mainmise sur la production et sur le chimiste de génie employé par Gus. Gus sait qu'il ne pourra pas gagner une guerre frontale. Il s'embarque alors à nouveau dans une gestion maîtrisée des informations. Sa stratégie ? Se rapprocher pour mieux frapper. Gus acquiert la confiance de Don Eladio en renvoyant l'image de quelqu'un de pragmatique qui sait rester à sa place. Pour y parvenir, il accepte l'accord dans lequel il est clairement perdant et envoie Jesse au Mexique montrer l'étendue de ses talents. Le jeune homme impressionne le cartel en réussissant à produire une meth pure à 96%. Gus poursuit son jeu de rôle en offrant une bouteille de qualité à Don Eladio et ses sbires. L'idée est de montrer une nouvelle fois qu'il accepte pleinement sa position inférieure dans la hiérarchie. En buvant la première gorgée, il communique à tout le monde que le breuvage est sûr. Le chef et ses hommes se mettent donc à trinquer à leur tour, ignorant qu'ils viennent de signer leur arrêt de mort. Gus s'absente pour se faire vomir et quand il revient, chacun de ses ennemis s'effondre un à un. Mais Gus n'a pas éliminé la totalité du poison de son organisme et commence à en subir les effets. Au même moment, certains soldats tentent de pénétrer dans la demeure. Il ne reste alors plus que Mike et Jesse pour l'aider. Gus décide donc d'adopter une communication opposée à la précédente. Avec Don Eladio, il prétendait être plus faible qu'il ne l'était. Il se faisait petit, discret, mais à présent, il prétend être plus fort qu'il ne l'est. Il hurle à ses ennemis qu'il vient de tuer leur chef et ses soldats et qu'ils seront les prochains s'ils attaquent. On voit là tout le sang-froid de Gus Fring. Même à 2 doigts de perdre conscience, il a toujours la présence d'esprit de déformer l'information pour se sortir d'une situation désespérée. Et c'est ce qui se passe. Il gagne assez de temps pour être exfiltré de justesse dans un endroit sûr où il est pris en charge. À l'arrivée, les décennies de persévérance de Gus l'amènent au sommet d'un marché a priori saturé et lui permettent de déloger un leader a priori indétrônable. Si son génie des affaires a été central pour maintenir son activité dans l'ombre des autorités, c'est bien sa maîtrise de l'information qui lui a permis de grossir au point de s'arracher le monopole du marché de la meth. Gus sait parfaitement cacher les informations qui l'affaiblissent et fournir au bon moment celles qui affaiblissent ses ennemis. Et tout ça, sans que personne ne puisse deviner ses intentions. Car la prudence est au cœur de chacune de ses décisions. C'est cette prudence-là qui lui permet d'exercer à 50 ans une profession où l'on meurt jeune. Mais Gus Fring n'est pas un robot. Un tas d'émotions lui colle à la peau, et pas que des positives. La plus présente et durable est sa haine contre Héctor Salamanca, qui n'a pas bougé d'un cran depuis 20 ans. Chaque fois qu'un proche du vieil homme meurt,
Gus Fring prend le soin de lui annoncer, afin de le voir souffrir de ses propres yeux. L'extase procurée par cette vengeance de long terme est sa drogue à lui. Une drogue qui, comme toute drogue, réduit sa vigilance et le pousse à la faute. Et pas dans n'importe quel domaine, dans la gestion de l'information. De retour du Mexique, il laisse fuiter auprès de Jesse toute la haine qu'il éprouve envers Hector. Une information cruciale, même vitale, puisqu'elle permettra à Walter White d'élaborer le plan qui le mènera à sa perte. La Blue Sky est à la mette ce que l'Oxycontin est aux antidouleurs. Un produit qui a éteint la concurrence et qui a brisé des milliers de familles pour en enrichir quelques-unes. La conception de l'Oxycontin est le premier déclencheur de la crise qui s'annonce. Pour libérer les effets sur une demi-journée, la pilule se dissout lentement dans l'estomac. Le problème est que les consommateurs remarquent très rapidement comment contourner l'étalement des effets. Il suffit soit de la mâcher, soit de l'écraser et de sniffer la poudre restante. Le résultat ? 100% de la dose reçue en quelques minutes. Un shoot si puissant qu'il provoque la fameuse addiction à un renforcement positif dont on a parlé et augmente le risque d'overdose. Le pire est que si ça avait fait partie de leur priorité, Purdue Pharma aurait pu éviter cela. En fait, dès 82, la pilule d'opioïde Talwin-Enix intégrait déjà un agent bloqueur pour neutraliser les effets en cas d'injection. Et en 92, la société Warner Lambert avait déposé ce brevet pour empêcher le mésusage de ces patchs. Cela veut dire que l'industrie pharmaceutique était parfaitement au courant des risques associés au détournement de l'usage des opioïdes. Cela veut aussi dire que Purdue Pharma aurait largement pu orienter des recherches pour sécuriser au moins en partie sa nouvelle pilule, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré tout miser sur la technologie sans travailler sur le volet sécurité. Le second déclencheur est leur marketing agressif qui produit un effet pervers, désensibiliser tous les acteurs quant aux opioïdes puissants. Que ce soit le public, les médecins, la FDA ou les concurrents, tout le monde se met à minimiser les risques. Résultat, une hausse massive des prescriptions d'opioïdes. Et pas juste l'oxycodone, mais aussi la morphine, la méthadone et l'hydrocodone. Toutes les grandes entreprises pharmaceutiques emboîtent le pas de Purdue Pharma pour eux aussi prendre des parts de marché. Si au début il n'y a qu'un allongement des files d'attente, quand les prescriptions de certains prennent fin, la violence devient le seul moyen de combler le manque. De nombreux consommateurs sans antécédents criminels se mettent à braquer des pharmacies du fait de leur addiction. Et qui dit addiction dit marché noir. Le fait qu'une seule pilule d'Oxycontin puisse être revendue entre 60 et 100 $ permet le développement de l'économie souterraine des antidouleurs. Un nouveau profil de braqueur naît de ce phénomène, les dealers. On assiste alors à une hausse massive des braquages de pharmacies dans tout le pays. De 2007 à 2010, le nombre de braquages de pharmacies est multiplié par 2,5. Une variation tirée vers le haut par l'Oxycontin, dont les vols sont multipliés par 3,5. Il représente alors 60% des braquages. Au niveau sanitaire, de 1999 à 2009, le nombre d'overdoses explose. Une étude de 13 États montre que l'oxycodone est responsable de plus de 40% des décès liés aux opioïdes naturels et semi-synthétiques. Quand on extrapole à l'échelle nationale, on arrive à un peu plus de 4000 morts en 2009, soit plus du triple que 10 ans plus tôt. C'est autant que la cocaïne et davantage que l'héroïne. Mais on ne parle là que d'oxycodone, le segment dominé par Purdue Pharma. Si on ajoute les autres formulations prescrites comme la morphine ou la méthadone, on arrive à 15 000 décès en 2009, soit 4 fois plus qu'en 99 et 2 fois plus que la cocaïne et l'héroïne réunies. Cette même année, pour la première fois depuis le suivi des overdoses en 79, le nombre de morts par overdose dépasse celui des accidents de la route. Même si Purdue Pharma n'est pas le responsable direct de la majorité des overdoses, il en est le responsable indirect. En normalisant la prescription d'opioïdes, ils ont déclenché l'effet domino macabre ayant contribué à 100 000 morts sur 10 ans. Il s'avère aussi qu'une méta-analyse de 38 études de 2010 à 2013 a démontré que le taux d'addiction des opioïdes prescrits était en réalité situé entre 8 et 12%, soit 8 à 12 fois plus que les 1% annoncés et répétés pendant des années. Mais ce n'est pas tout. Tous ceux dont la prescription s'arrête ne se mettent pas à braquer des pharmacies. Pour certains, c'est la désintox, et pour d'autres, le recours à un poison de secours. Heroin. I do heroin. I've lost a lot of friends. A lot of people have OD'd and died. Health officials are concerned about oxy addicts making the switch to heroin, both experienced users and especially those using the drug for the first time. L'augmentation du nombre de personnes sous opioïdes change radicalement le profil type des addicts à l'héroïne.
75% des personnes tombées dans l'héroïne dans les années 2000 ont commencé par des opioïdes prescrits. Un chiffre très élevé car on parle ici d'une population dont l'écrasante majorité n'a pas d'antécédent d'addiction. Côté meth, contrairement aux opioïdes prescrits, dans la plupart des overdoses où elle est impliquée, elle n'est pas la seule substance détectée. Mais la hausse de la pureté de la meth distribuée par Gus Fring a quand même un impact direct et indirect sur le nombre d'overdoses. L'industrialisation de la méthode P2P fait baisser les coûts et inonde le marché d'une meth plus pure vendue moins cher. Cette facilité d'accès à un produit au rush plus intense et à la descente plus brutale accroît le niveau d'addiction sur le marché. Et qui dit davantage d'addiction dit davantage d'overdose. La Blue Sky tire aussi vers le haut la tendance à la polyconsommation, c'est-à-dire à l'usage simultané de plusieurs drogues. Du fait d'un crash plus violent, les consommateurs sont plus incités à se tourner vers d'autres stimulants ou opioïdes pour supporter la descente. À l'arrivée, un grand nombre d'utilisateurs décuplent leur risque d'overdose car 1. Le nouveau produit consommé est plus puissant que l'ancien et 2. Il est maintenant couplé à d'autres produits nocifs. On le constate à Albuquerque avec le cas Jen Margolis. Initialement sobre, elle finit par craquer pour la Blue Sky consommée par son copain. L'intensité de la montée et de la descente de ce cristal bleu la pousse ensuite à replonger dans le poison qui l'a amené en désintox, l'héroïne. Pour convaincre Jessie, elle vend sa substance fétiche à la Purdue Pharma, en exagérant les effets positifs et en minimisant les risques. Notre couple d'addicts entre alors dans une polyconsommation dévastatrice. Jen meurt d'une overdose à 26 ans et Jesse, rongé par la culpabilité, sombre lui aussi dans l'héroïne. Le jeune homme est si dévasté qu'il creuse sa propre tombe dans un repère de junkies. Un squat de l'horreur où il croisera des retraités, pères et mères de famille pour qui tout a commencé par une simple prescription.